pas ça tous les jours. Hein. Ah bah bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Je suis ravie de vous voir. Moi, c'est Guigui. Ah, c'est Guigui? Oui, bah Guigui. Philippe, mais Bah, moi, Guigui, c'est mon nom. Mimi. Ah, Mimi. Ah bah oui, tout Très le monde bien. m'appelle Mimi. Très bien, Mimi. Alors, on va Entrez, visiter. je vous en prie. C'est vraiment un plaisir. Oh Un oh. plaisir de vous voir. Voilà. Voilà mon Oh, petit oh. balcon. Où je me plais bien parce que c'est un endroit pour Paris vraiment délicieux à vivre. Vous voyez, je suis dans mon jardin. Et puis, Ah, vous avez un jardin privé. voilà. Je devais faire une exposition en faveur de l'ALAP parce que aussi j'appartiens à une association pour le Burkina Faso. J'ai un filleul depuis la 6e, qui est en 2e année d'université. Et nous allons construire une salle polyvalente à Tuili, au Burkina. Moi, je me méfie des petites bonnes femmes. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a des fois, il y en a qui réfléchissent bien. Hein. Quand samedi, on a chanté avec ma chorale dans le petit square là, Ah. pour la fête des associations du 13e. Très Et bien. nous aurons un concert avec un merveilleux pianiste. C'est lui qui nous arrange nos chansons. Oui. Et au théâtre de la Place Nationale. On chante. D'accord. Que serais-je sans toi? On chante We are the world, we are the children. Oh là. Alors, Tous les genres. j'essaie d'être naturel. Oui. J'essaie. Oui. Mais ça va venir. Dès qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui filme, c'est sûr qu'il n'y a plus le même contact. Alors je vais essayer d'être le plus naturel possible. Remarquez, même si j'avais la visite du pape, je crois que je lui dirais tu, puis je ferais pareil, je Ouais. serais aussi naturel. Puis vous tapez sur les poings en disant Oui. vous me regardez quand je vous parle? Est-ce que vous êtes de ce Mon caractère-là? père était architecte du roi Alphonse XIII. Ah, Et c'est ce bouquin que je suis en train d'écrire, ma saga espagnole. Je l'appelle Le Ventre d'Espagne. La marraine d'une de mes sœurs était une des maîtresses de Napoléon III. oh, bah, ça va lui faire Et plaisir elle ça. était diva à l'opéra. Oui. Et vieillissant, elle est devenue une amie de mon arrière-grand-mère qui habitait les Mureaux. Maman ayant perdu sa maman assez tôt, ils sont venus en France, c'est là qu'elle est arrivée en France, et elle était habitée, c'était une grand-mère. Et maman était tellement gentille que comment cette dame Oui. l'a pris en amitié, voilà, et elle est devenue la marraine d'une de mes sœurs. D'accord, Voilà. bah tout de suite on en apprend. Alors Il a fallu poser une bonne question, sans poser de questions, Ah oui, mais mais juste en parlant de Napoléon III. Vous en avez jusqu'à... C'est drôle, Oui. les coïncidences de la vie. On trouve toujours des... Absolument. Oui, absolument. Moi de mon côté, je pourrais vous parler de Pierre Loti, qui était un bon ami de mon grand-père, ça vous c'est intéressait. vrai. Mais on est venu pour vous interviewer, vous, Oh pas moi. là là, Et- Pierre Loti, oui. c'était un ami. Alors Oui. je crois que j'ai lu tous ses bouquins. Oui. Parce que aussi... Qui a beaucoup voyagé, qui j'ai avait... j'ai lu énormément. Je suis une passionnée de mythologie aussi, de paléontologie, d'ethnologie. Et parce que j'avais un merveilleux prof d'histoire. Il savait nous intéresser à toute la vie et nous a appris un bon français. Enfin, c'était une merveille. C'est Pour moi, important. l'école, c'était une merveille. Le professeur intéressant, c'est important. Il y Intéressant. a des gens qui ont quitté leur voie parce qu'ils avaient un professeur inintéressant Voilà. et qui n'ont pas fait le métier qu'ils voulaient à cause du professeur, Oui, tout simplement. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est La vrai. guerre s'est déclarée, vous aviez quel âge? 16 ans. 16 ans, Mais donc la première, vous étiez adolescente. oui. 16 ans. Et donc, vous êtes à 16 ans, vous étiez adolescente. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Premier bombardement, je pense que... C'était mon anniversaire. Ah bon? Le jour du bombardement? Oui, oui. j'avais 16 ans ce jour-là. D'accord, on en rigole, mais bon, Oui. c'est un petit peu... Bah, j'ai écrit aussi un livre donc, sur l'occupation, et je veux que ça soit gai, parce que dans toute tragédie, il y a des moments très drôles D'accord. qui font supporter le reste. Alors attendez, parce que moi ça met le bourdon, ça a l'air bombardement le jour de mon anniversaire. Parce que je suis en train de penser, non, j'ai j'ai un petit Vietnamien un jour qui m'a raconté, il y avait des bombardements et quand je suis arrivé en France, quand il y a eu les boat people, il m'a dit on se cachait sous la table parce que dès qu'on entendait un bruit, on avait encore les bombardements dans la tête. Oui. Donc ça, moi j'ai pas connu, mais ça m'est toujours resté. Papa voulait qu'on descende à la cave, mais moi non. Oh là là, non. D'accord. Je ne veux pas mourir dans une cave. Hein. D'accord. Ça m'intéresse pas. Donc à 16 ans, les bombardements, le jour de votre anniversaire. Oui, Voilà, c'est là qu'on ouvre. oui. Et voilà. Voilà. Et puis,
Et puis, donc c'est de la guerre. Et qu'est-ce que Alors, vous ça a été, faisiez alors, mes frères sont partis tous les deux. Oui. Hein, comme ils étaient au séminaire, mon frère aussitôt, mon frère Henri, l'aîné, qui est né aussi un 13 juillet 1914. Donc, a été intégré dans le 2e BCP. Il a été à Strasbourg d'abord. Quand il était officier, il a vécu chez l'habitant. Et ça a été une grande tragédie parce qu'ils nous avaient invités, on a été les voir, parce que ça s'est démarré que le 10 mai 40, en réalité, cette guerre, alors que mon frère nous expliquait qu'il avait un fusil mitrailleur pour abattre les avions allemands qui passaient la frontière déjà. Voilà. Alors lui, il était déjà dans la guerre, mais nous, on n'en avait pas idée. Et c'est lui et mon autre frère Pierre qui a été à la Courtine, au camp de la Courtine, et qu'on s'est croisés, on les a rappelés pour la défense de Saumur. D'accord. Alors on a été, parce qu'ils ont été tués tous les deux, et c'est moi qui ai reconnu mon frère Pierre, parce que je voulais pas... j'ai toujours été une battante quand même, je remontais le moral à tout le monde quand ils avaient peur. Alors on a traversé toute la France sous les bombardements, on a mis 8 jours, on a couché sur le parquet du château de Blois. Enfin, on a jeté nos masques à gaz. Qu'on nous avait distribués au début de la guerre. Pendant l'exode, comme on s'est arrêté plusieurs fois sans essence, hein, on est parti à 10 avec une 210. On a d'abord suivi en vélo, mais papa a dit on va vous perdre. On rentrait dans la voiture. On a mis les vélos sur le banc. Et là, on risque sa vie tous les jours, quoi. Mais ça fait pas ça. Ça fait pas cette impression. Non, on a été avec... Ah oui, j'étais à la gare du Nord, ça m'a toujours frappé, parce que j'ai écrit des écrits là-dessus au moment contre Hitler, tout ça, et j'ai failli aller en prison, parce que je faisais de la résistance littéraire, malgré mon jeune âge. Oui. Alors une soi-disant amie voulait me dénoncer, bon, j'y suis pas allée parce qu'elle l'a pas fait quand même, mais enfin, j'ai toujours dit ce que je pensais, quoi. D'accord. Alors on appelait notre gouverneur de Paris fou de ma gueule. Les jours du 14 juillet, on était habillés tous en bleu, blanc, rouge. Parce qu'on n'avait pas le droit de se parler, on n'avait pas le droit de s'assembler dans la rue, etc. Enfin, alors après, pour prendre des leçons de théâtre, j'étais travaillé au club Vivre en beauté, j'écoute. Alors, c'est une vie, et la nuit, tout était noir. Donc j'allais à pied jusqu'au Palais Berlitz, parce que c'était là qu'était le club, et c'est comme si on se poussait sur un mur. Alors il y avait des voitures d'Allemands qui me disaient mademoiselle, vous voulez pas Non, je suis arrivée. Non, surtout pas, non. Mais enfin, c'est passé comme ça, c'est tout ça que j'écris, donc... tout mon exode, et on a trouvé des Belges qui revenaient avec tout le monde, et je me rappellerai toujours, elle avait son enfant mort dans les bras. Elle ne voulait pas le quitter, elle ne voulait pas, on était obligés d'aller dans les fossés, parce qu'on essuyait, et ce que pas beaucoup de monde sait, qui nous bombardait dans l'Exode, sur les routes de l'Exode. Je vais dire des bêtises. C'était les Italiens. Ah oui, c'est pas les Allemands. C'est ça. C'était les Italiens qui nous bombardaient. Oui. Alors c'était... Mais tout ça, je vous prêterai mon bouquin quand il sera édité, que j'aurai fini. Et tout ça, vous le saurez. Donc j'ai eu une vie très, très passionnante. Très. D'accord. Donc vous avez fait de la résistance? Oui, mais par écrit. Hein, par écrit. Pas armé. Par écrit. D'accord. Pas armé, non. Vous combattiez comme vous pouviez contre l'envahisseur à votre manière. À ma façon. Puis je faisais connaître à tout le monde. Voilà. Ah oui. Oui, parce qu'il y a toutes sortes de résistants. On a eu beaucoup de temps à traverser le pont de Blois. Tout le monde avait peur et tout. C'était bon. Sur tous les ponts. J'ai dit que ça peut faire. Le pont va sauter. J'ai dit, il va pas sauter. Il ne peut pas sauter puisqu'il y a tout le monde là-dessus. C'est pas possible. Même les soldats allemands ne sont pas encore là. Qui va faire sauter le pont? C'est pas notre Français. Et en plus, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué,
c'est que tous les officiers français, enfin, réquisitionnaient les voitures des particuliers, et puis tous les habitants leur donnaient beaucoup de vin, beaucoup de tout ça, mais ils filaient dans le bas. Eh oui. Bon, est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement? J'en sais rien. Pendant ce temps-là, mon frère se faisait tuer dans la poche de Sedan. Et il a été abattu par un officier allemand parce qu'il continuait de commander sa section. Et on a mis un an à, comment dirais-je, à savoir où il avait été enterré. Longtemps, on a cru qu'il était parti en Angleterre, avec les Anglais, etc. Non, bon, il était à Tunis-Trugny, et c'est paru sur le procès-verbal de la mairie de Tunis-Trugny qu'il avait d'abord été blessé à la jambe et qu'après il avait été achevé par une balle dans le crâne. D'accord. Alors, tout ça. Alors, vous voyez, ma vie, c'est un... Mais j'ai voulu toujours garder le... Bon, la joie, on ne peut pas dire. Pas la joie de vivre, mais... C'est pas la joie de vivre, mais faire selon. Faire selon l'époque et à passer au-dessus. C'est pour ça que j'ai pu élever ma fille dans la joie, qui a une ischémie cérébrale à 4 ans pour réparer une luxation des hanches. On me l'a rendue, ne marchant toujours pas, et dans le noir le plus absolu. Et je lui ai fait 25 ans d'école, elle s'y connaît en mathématiques, elle faisait les expositions justement d'hologrammes avec moi à l'UNESCO. Enfin, on a été en Égypte, on a été en Grèce, et on faisait de la poterie au lycée Henri IV tous ensemble. Donc, ma famille du sang est en Amérique, hein, presque tous sauf Patrick. Vous parlez américain? Ah oui, anglais. Je l'écris et je le... Et vous, vous le parlez? Ah oui, j'ai même fait le commentaire du livre de... Comment il s'appelle? Ah, de David Brown. En anglais? En anglais. J'ai fait le commentaire. Voilà. Donc vous avez fait quelques études quand même? Oui, quand même. Vous êtes autodidacte? Non, j'ai fait des études. Vous avez fait quelques études? Oui, mais d'accord. J'ai pas fait d'université parce que c'est arrivé la guerre. Oui, oui, oui. J'ai été jusqu'au bac, quoi. D'accord. Mais mes enfants, mes frères étaient philosophes, donc des grands aussi. Ils m'expliquaient leurs sermons, on discutait Platon, tout ça, Aristote. Oui, papa dentiste. Même 10 heures, papa, on expliquait la religion. J'ai eu le plus merveilleux père qu'on puisse avoir. Maman encore plus petite que moi, mais la belle diligente de la maison. En plus, on avait les grands-parents, comme ça se faisait toujours. Et c'est là que mon grand-père espagnol me racontait toute sa jeunesse. Et j'ai des documents gros comme ça, qui sont écrits en espagnol. Je essaie de les traduire, parce que malheureusement, je n'ai pas appris l'espagnol à l'école. Mais j'ai eu aussi un délégué du pape, c'est le pape qui était polonais. Oui. Bon, Jean-Paul II. Ont beaucoup voyagé, donc un fils Dominique a été au Japon, pour la grande, puisqu'il était architecte, pour la grande exposition universelle. Il a fait la rencontre de ce père, c'était un père franciscain qui est devenu relation publique du Vatican. Et comme ils ont été accueillis toujours partout, j'avais toujours beaucoup de jeunes de tous les pays du monde. Alors il était invité normalement quand il venait à Paris, et il ne savait pas l'anglais, je ne savais pas l'italien. Eh bien, j'avais fait 11 ans de latin, on a parlé en latin. Voilà que le latin n'était plus une langue morte. Ah oui, oui, effectivement. Voilà. Alors Patrick a épousé une Bulgare en première noces. Alors on était en Bulgarie, c'est un pays superbe. On y a vécu la Noël et le jour de l'an. Alors par des personnes adorables, je ne savais pas le bulgare. Et puis on arrivait très bien à se comprendre. Je les logeais là parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit. Ils me préparaient mon petit café turc tous les matins. Enfin, j'ai une vie follement intéressante grâce à tout le monde. Tout le monde de tous les... Ah, le café turc, c'est une toute petite... Ah, vous connaissez? Oui, je l'ai encore. Ah, et on met le marc de café dedans, et on sucre à l'intérieur, etc. Voilà, allez. Tout simplement. Alors, par rapport à mes enfants, c'est vrai que
qu'ils ont vécu une vie d'aventure et que moi j'ai vécu ces aventures à travers eux. À travers eux. Alors tout le monde est étonné de tout ce que j'ai pu vivre avec ma Kiki, qui ne pouvait pas marcher. Bah, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et elle est où là? Hein? Elle est où là? Elle est morte. Ah pardon. Bah oui, D'accord. bah oui. Et c'est pour ça, mais elle est quand même très présente, parce que toutes les personnes que je rencontre ont un lien avec elle. C'est elle, on était en osmose totale. D'accord. Hein, c'était une fille. Elle est en photo? Bah, elle est... Ah, c'est pas lui. Elle est là, peint par... J'avais une personne, quand j'avais des... Là, c'est une... Ah. Et je vous avouerai que j'ai pas pleuré depuis 8 ans. Ne commencez pas ce soir. Non, je ne commencerai pas, je ne le ferai pas. Non, 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 parce qu'elle est toujours avec nous. Hein, elle est toujours présente. Quand je chante avec elle, parce qu'elle allait chanter aussi. Elle a fait partie d'une chorale, elle a fait du yoga. Qu'est-ce qu'on a fait? De la poterie. La poterie, c'était pour ses mains. Hein, comme elle ne pouvait plus ni manger ni couper, ça c'est elle qui l'a fait, le plat là, qui est en dessous. Tout ça c'est mon Ophélie, ça c'est mon à la recherche du temps perdu. Vous aimez jouer avec les CD sur les peintures? Je faisais du ménage. Comment ça se fait? Que vous aimez mettre des CD dans les Ah oui, peintures? parce que j'étais dans mon atelier, je faisais ce que je voulais. Oui. Et puis avec de la poudre de marbre en dessous. J'adore cette technique. Je le préparais dans la salle de bain, je faisais un peu mon idée, je savais un peu ce que j'allais faire. Et ça, c'est inversion optique. Parce que mon ophtalmo s'était trompé. Oui, j'allais vous dire. Ah, Elle avait confondu celui que j'avais un implant et celui où j'allais avoir une cataracte. d'accord. Alors, ça me donne des idées. Très bien. Voilà. Ah oui. Vous lisez beaucoup? Oh là là, oui. Ouais. Oh oui. Oh oui, je crois que j'aurais de quoi tout remplir de tous les livres. Pendant les vacances, ah oui, on allait en vacances à Montmagny, donc à côté là. C'est mon grand-père qui était médecin de ce petit village. Mon grand-père du côté de papa. Et puis, cette maison a échoué à mon père. Alors on passait nos 3 mois de vacances là-bas. Et là, je lisais, j'allais sur le toit, parce que c'était plein de maisons mises les unes à côté des autres, toutes de guingois. On descendait dans les greniers, on montait dans les caves, alors c'est une merveille pour nous les enfants. Et bon, je lisais 2 livres par jour sur le toit en zinc d'un petit appentis devant le château du duc d'Odino. Je trouve fabuleux, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais rien fait par devoir. Mais c'est pas merveilleux. Ah ça. si. Tout par plaisir. Mais tout par plaisir. On pose des questions, c'est pour ça qu'on pose. Je me suis jamais posé de questions. Hein? Jamais je n'ai fait quelque chose par devoir. Mais je dis, j'ai une chance incroyable. Oui, maintenant vous pouvez le dire. Mais avant, bah non, c'est parce qu'on pose des questions. Ça rend les gens envieux. Ça rend les gens envieux lorsqu'on vit comme vous. Ah, je crois. Bien sûr. C'est pour pas ça jaloux, envieux. Ah, bien sûr. C'est ça, alors vous m'expliquez. Ah bah moi je vous explique ce que je pense, c'est pas parole d'évangile. Non, c'est pas parole d'évangile. Moi je sais ce que je pense, que les gens, c'est pas de la jalousie, parce que... Une explication. L'humain est envieux. Enfin, nous étions, après mes 2 frères, nous étions 8, donc ils ont été tués à la guerre, il me reste 6, et je ne vois plus personne de mes frères et sœurs d'ici. Ah oui. Alors que j'ai aidé leurs enfants, je leur ai fait l'école, Christiane était intégrée, mais ça ne m'a pas empêché de m'occuper des autres, mais avec plaisir et joie. Mais alors, et ils sont éloignés. Ils étaient envieux. Ben ça je sais pas, je vais pas mettre la... J'étais jaloux. Non, mais oui. Mais il y a des personnes qui m'ont dit, c'est sorti comme ça. De ton comportement, avec joie malgré tout ce que tu avais. Voilà. On vit dans un monde où on ne fait pas toujours les choses parce que ça nous plaît. On vit dans un monde où de plus en plus on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire. Donc si vous faites tout ce qui vous fait rêver, même s'il n'y a pas de rapport avec l'argent, ça rend les gens... Il y a quelque chose qui fait que moi, ça se sent dans le fond. Oui. Faire quelque chose par devoir, la personne à qui vous offrez ça, eh ben, elle le sent.
Elle n'interprète pas la même chose Bien et c'est sûr. difficile d'accepter quelque chose que vous faites par devoir. Moi, c'est mon bonheur, j'ai toujours fait les choses par plaisir. Je savoure la vie. Et ça va Sur- être un plaisir. Le moment parce que présent. je vis en ce Je moment. vous sers. Alors, Oh là là. Ah oui, quand je Ah, suis vous avez pas déjà servi l'immeuble. Non, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. crément d'Alsace. Ah, c'est une merveille. Vous le connaissez? Mais c'est Je un... le commande directement au chai. Oh. Voilà. Je sers tout le monde. Alors, je Voilà. vais essayer de ne pas faire de Patrick, bêtises. le papa, il était dentiste, mais on a toujours cru qu'on était riche. Mais papa, non, il était généreux, plus que généreux, et c'était beau d'avoir des parents comme ça. Et comment dirais-je, j'ai vu maman attendre qu'un client paye papa pour aller au marché. Ça, c'est une vérité première. Parce qu'il leur faisait les fiches de sécurité sociale. Elle dit, bah, vous me paierez quand vous l'aurez touché. Et puis les gens Payaient jamais. ne lui redonnaient jamais. Mhm. Mais enfin, ça fait rien. Je suis très contente parce que j'ai eu un père essentiellement très religieux, mais il vivait sa religion. Alors, D'accord. c'était pas par tradition. Il C'était sa m'expliquait vie. la Bible et il permettait. Moi, je lui disais quand je suis papa, vous trouvez pas que c'est un peu la foi du charbonnier? Et c'est drôle, on disait vous à papa et on disait tu à maman. Et il me disait, ben, il me laissait libre d'avoir mes idées. Ce qui est Ça, magnifique. c'est fabuleux C'est sûr. de cette génération-là. Oui, c'est ce que j'allais dire, Hein? surtout à l'époque. Ah oui, ça, vraiment, j'ai eu des parents fabuleux. Voilà. En tout cas, vous avez une belle chemise, toutes les couleurs. C'est Pleine de ma- gaieté. C'est ma fille qui me l'a offert pour mes 85 ans. Elle m'a dit, maman, ça ressemble à tes tableaux. Oui, oui, c'est plein de Voilà. gaieté. C'est Alors, plein de gaieté, c'est plein de voilà, joie de vivre, voilà. c'est pas triste. Voilà. Et j'ai tendance à m'habiller plutôt avec des couleurs. D'accord. Et ce qui m'avait frappé, c'est au premier séjour aux États-Unis, toutes les mamies, toutes les grand-mères étaient habillées en couleur pastel. Et oui, ouais, c'est beaucoup mieux que de s'habiller en noir, comme font les grand-mères en France pendant un certain temps. Maintenant, non. Plus maintenant. Mais enfin, c'est vrai que c'était beaucoup plus gai. Et j'ai tendance à m'habiller assez gai, assez coloré. Hein. Ouais. Oui. Voilà. Alors c'est pour ça, à la chorale, nos vêtements est bleu, dans tous les bleus, plutôt bleu marine. Oh là là, je dis c'est triste ça. C'est assez Bleu, bleu triste. marine, oui. Alors, Ça faisait chorale des petits chanteurs à donc je me croix suis de bois. acheté une petite jupe foufoutante pour chanter la farandole. Alors en même temps que je chantais, je danse. Et j'ai retrouvé dans tous les documents les lettres que papa et maman s'écrivaient quand ils étaient fiancés. Mais c'est adorable. Alors qu'autrefois, c'était des mariages inventés, enfin préparés. C'était les amis qui se présentaient les uns aux autres. Mais c'était des lettres pleines d'amour. C'est fabuleux, c'est beau ça. Oui, c'est vraiment une grande chance d'avoir des parents comme ceux-là. Et ils n'avaient pas peur de le dire, et c'était plein de discrétion. Et papa, alors comment il l'appelait? Ma petite Néna. Oui, Néna, ma petite Néna, il l'appelait. Alors il avait une moustache, papa. Alors quand il avait mangé sa soupe, naturellement, elle était assez importante, sa moustache. Ah, dis, Raph, on l'appelait Raph, quand tu vas dormir, je vais te couper les moustaches. Ça, c'est pas possible. Ah, il dit, Néna, si tu fais ça, je vais divorcer. Alors, quand on sait les croyances à papa, alors c'était vraiment histoire de... Mais il y avait un amour fabuleux entre deux. Alors, mon grand-père qui vivait chez nous, alors il lui fallait toujours des œufs à la coque, mais il lui fallait ça dans un petit verre de cristal. Et à chaque fois, il cassait un verre de cristal. Oh là là là! Papa disait trop rien. Mais maman aussi avait fini là. Elle voulait qu'on change les plats. Alors il y avait la soupe, le tremblement comme les repas d'autrefois. Et elle voulait pas. Papa lui disait change pas d'assiette, Néna, c'est pas la peine.
Oh, d'ici, aussi, ça je ne veux pas manger dans la même assiette. Et sa vaisselle était finie avant même qu'on ait fini le repas. On ne sait pas comment elle avait fait. Une vitesse extraordinaire, extraordinaire. Et puis alors comme on était nombreux, qu'il y avait tout ce monde, papa avait voulu lui prendre une bonne bretonne, hein, avec ses petits, une bigoudaine, c'était, elle avait ses petits... C'est ça, elle c'est le était nom, encore- Bigoudaine. Et papa, maman, disait, oh je viens vous aider. Oh non, non, allez jouer avec les enfants. Je vais me débrouiller toute seule. Et alors, ce qu'on n'a toujours pas cru que j'avais une mémoire, quand ma plus jeune sœur, on a 3 ans de différence, même un peu moins de 3 ans avec Didi, quand elle est née, cette femme est venue m'emmener chez elle. Et je m'en rappelle, je lui ai dit le repas, ce que j'avais mangé, je lui ai décrit la salle à manger. Je dis, c'est pas possible, tu peux pas t'en souvenir. Bah, dis si, je m'en souviens, comme si c'était hier. Bien sûr, c'est la première fois que je sortais de la maison. Et quand je reviens à la maison, il y avait un petit bébé de berceau. Ça, c'est des souvenirs. Bah oui, obligatoirement, on s'en souvient. Hein. À votre santé, Et puis il y aura la merci suite. d'être là. Santé. Merci, Santé. Anne, merci. Voilà. Santé.